Voilà, nous sommes dans le chapitre 10 toujours, à la page 5, et nous allons étudier le paragraphe 6, désignation des nombres. Ici, il s'agit d'utiliser des nombres entiers. Ici, on va utiliser des nombres n. Le nombre n ne va pas désigner un nombre à virgule ou un nombre qui ne soit pas un nombre rationnel. Non, c'est des nombres entiers. Entiers relatifs, ça veut dire entiers positifs ou négatifs, du genre 2, moins 2, 4, moins 5, ainsi de suite. On va essayer de trouver une expression qui nous donne le nombre suivant le nombre n. Par exemple, si le nombre n c'est le nombre 3, le nombre suivant c'est le nombre 4. Qu'est-ce qui s'est passé quand on est passé du nombre 3 au nombre 4 ? Pour passer de 3 à 4, qu'est-ce que je fais ? J'ajoute 1. Eh bien, le nombre qui suit le nombre n, eh bien, on l'écrit tout simplement sous la forme n plus 1, puisque c'est son successeur, on lui ajoute 1. Voilà, si le nombre n c'est 9, et bien son suivant c'est 10. On a fait n plus 1. Du coup, vous savez quel est le précédent. Là, je vous laisse trouver très facilement. Quel est le nombre qui précède le nombre n ? On appelle ça son prédécesseur. Et là, on peut appeler ça son successeur. Le prédécesseur de n, donc le précédent, vous l'avez trouvé, c'est n moins 1. Oui, pour aller à celui d'avant, on enlève 1. Ensuite, n étant un nombre entier, si on cherche un multiple de 3, eh bien, c'est 3 fois un nombre entier, forcément. Donc, un multiple de 3, ça s'écrira 3n. Par exemple, si n vaut 2, 3 fois 2, c'est bien un multiple de 3, ça fait 6. 3 fois 5, c'est un multiple de 3, c'est 15. Donc, tous les multiples de 3 peuvent s'écrire sous la forme 3 fois quelque chose, 3 fois un nombre entier. Voilà. Donc, les multiples de 3 peuvent s'écrire comme ça. Donc, du coup, vous allez faire la phrase suivante. Un nombre pair, quelle sera la forme d'un nombre pair ? Un nombre pair, ça veut dire un multiple, non pas de 3, mais de 2 cette fois-ci. Donc un nombre pair, c'est un nombre entier qu'on peut multiplier, comme on a pu multiplier par 2. Donc, en multipliant un nombre par 2, on obtient forcément un nombre pair. Donc les nombres pairs peuvent s'écrire sous la forme de n. Oui, 2 fois un nombre entier, c'est un nombre pair, forcément. Et un nombre impair, lui, il ne peut pas s'écrire sous la forme de multiple de 2, c'est justement tous les autres, ceux qui ne sont pas multiples de 2. Prenons le nombre 6. Quel est le nombre impair le plus proche de 6 ? Il y a le nombre 7, par exemple. Mais il y a aussi le nombre 5, qui est juste avant. Donc, le nombre impair, c'est toujours un plus loin qu'un nombre pair. Par exemple, si je prends le nombre 12, le nombre impair, c'est le nombre 13. Si je prends le nombre 14, le nombre impair, c'est le nombre 15. Donc, si le nombre pair est de la forme 2n, eh bien, le nombre impair, il est 2n plus 1. On aurait pu marquer 2n moins 1, ça marchait aussi, puisque c'est toujours un coup après ou un coup avant. Donc, si j'ai pris un nombre pair, 2n, eh bien, en ajoutant 1, j'obtiens forcément un nombre impair, puisque les pairs et les impairs se succèdent, comme on l'a vu ici dans le suivant. Il suffit d'ajouter 1 pour avoir un nombre impair. Voilà, on fait une petite pause, et puis maintenant, on va passer à la résolution de problème. On va passer à un problème bien sympathique de géométrie. Alors, nous allons passer au paragraphe 7. À l'issue de cette résolution, vous pourrez faire ces exercices-là. Attention, ce sont des exercices qui demandent un petit peu de concentration. Ce n'est pas simplement résoudre des petites équations. Il faut aussi réfléchir, il faut mettre le problème en équation. Donc, nous allons parler d'un problème, un grand problème classique, que nous allons résoudre avec les outils dont nous disposons maintenant. Donc, nous disposons de pas mal d'outils. Nous avons les techniques de résolution d'équations, nous savons un certain nombre de choses concernant ces techniques de résolution, notamment les équations produits que vous avez vues dans un paragraphe précédent. Ici, le problème est un problème extrêmement classique. Vous savez que dans un triangle rectangle, le théorème de Pythagore s'applique. Et on connaît par cœur un fameux triangle rectangle, tout le monde le connaît, c'est le fameux triangle qui aurait pour côté 3, 4 et 5. Ça, c'est bien pratique, on appelle ça des entiers successifs. 3, 4, 5, ça se suit. Et on l'applique très très souvent. Tous les gens dans le bâtiment connaissent ça par cœur parce que ça leur permet de construire très rapidement des angles droits qui sont pratiques pour mettre des maisons d'équerre. Ça, c'est très intéressant pour avoir des beaux angles droits dans les maisons. Ou bien sur les terrains pour pouvoir faire des choses bien droites. Sur un terrain de foot, c'est bien que l'angle du coin de corner soit un angle droit, c'est mieux. Alors, comment savoir si c'est le seul
qui marche. 3, 4, 5. Est-ce qu'on n'a pas essayé 4, 5, 6, 6, 7, 8, 7, 8, 9, pourquoi pas? Ça pourrait marcher aussi comme le triangle rectangle. Est-ce que le triangle 3, 4, 5 est le seul possible dans cette situation-là? Alors, on va poser dans le tableau que vous avez sur le cours, vous pourrez compléter le cours grâce à ce que je vais marquer ici. On va considérer que notre inconnu, c'est le côté moyen. Le petit côté, le moyen, le grand. On va considérer que notre inconnu, c'est le côté moyen. Et puis, on a vu dans le paragraphe précédent que si c'était des entiers successifs, eh bien, cette valeur de x, déjà, ça doit être un nombre positif. Nul, ça m'étonnerait, parce qu'il n'y aura plus de triangle si c'est un nombre nul, donc c'est un nombre positif. X, c'est un nombre positif. On sait que le choix de l'inconnu, on appelle, dans la première partie, c'est soit x, la longueur du côté moyen du triangle rectangle. Alors, on sait que x, c'est forcément un nombre positif, et x est un entier, puisqu'on veut des entiers. On ne veut pas des nombres décimaux. Enfin, des décimaux non entiers, on n'en veut pas. Et maintenant, il va falloir exprimer, en fonction de x, les autres côtés du triangle. On a dit que c'était des nombres qui se suivaient. Quel est le nombre qui suit le nombre x? On l'a vu dans le paragraphe précédent. Le suivant, c'est x plus 1. On veut des nombres qui se suivent. Donc celui-là, ça sera x plus 1. Donc le grand côté mesurera x plus 1. Et le petit, on a dit que c'est des nombres qui se suivent, donc c'est forcément x moins 1. Le petit côté du triangle rectangle. Voilà, donc on a posé l'inconnu x et à partir de là, on a les autres côtés. On sait qu'on est dans un triangle rectangle. Donc d'après le théorème de Pythagore, on a une relation entre tous ces nombres. Que dit le théorème de Pythagore? Il dit le carré de l'hypoténuse. Quelle est l'hypoténuse ici? Oui, x plus 1. Le carré de l'hypoténuse, x plus 1 au carré, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Il y a le côté moyen et le petit côté. Voilà, ça c'est l'équation. Oh, on dit, oulala, c'est plus une équation du premier degré, puisqu'on est du deuxième degré ici. Et vous avez raison, vous savez aussi résoudre des équations du second degré. Enfin, du moins certaines, celle-là en particulier. Là, il va falloir faire appel à toutes les connaissances. Donc là, on a mis en équation. Donc là, on était choix de l'inconnu. Deuxièmement, mise en équation. On a choisi notre inconnu, on a mis en équation. Donc là, vous avez l'équation à résoudre. Waouh, il y a des carrés. Bon, on va passer à la troisième partie qui est la résolution. Donc là, on applique les règles de l'algèbre. Et là, c'est là qu'il faut avoir une bonne connaissance des mathématiques, sinon on passe à côté des choses. X plus 1 au carré, on reconnaît une identité remarquable. Eh oui, une somme au carré. Là aussi, tiens d'ailleurs, identité remarquable. Identité remarquable. Attention, x plus 1 au carré, c'est pas x carré plus 1 au carré. Non, non. Il y a le 2ab. Le premier au carré. Enfin, on ne voit plus. Donc, je vais redémarrer plus haut ici. J'efface. Vous avez eu le temps d'écrire? Oui. Allez, on efface ici. Et on redémarre la résolution de cette équation. Donc, j'espère que vous avez pu développer les identités remarquables parce que normalement, vous les connaissez. Les deux identités remarquables. Alors, x plus 1 au carré, je le renote aussi ici, était égal à x carré plus x moins 1 au carré. C'est notre inégalité que nous devons résoudre. Vous voyez, vous avez développé? Attention, avec moi, ça va aller vite. Hein. Hop, identité remarquable. Nous passons donc à la résolution. C'est la troisième partie, résolution. Alors, x plus 1 au carré, x carré,
plus 2ab, 2 fois x fois 1, 2x, plus 1. Ah oui, les 2x, ça ne faut pas les oublier. X carré plus x moins 1 au carré, deuxième identité remarquable, x au carré, attention, moins 2x, plus 1, vous avez étudié les identités remarquables, il s'agirait de les appliquer ici. Bah oui. Alors, oulala, ça se complique, ça devient de plus en plus long. On a le droit d'enlever la même chose des deux côtés. Alors, regardons ce qui est complètement identique des deux côtés. Là, j'ai un x carré, j'ai un x carré, je peux en enlever un de chaque côté. J'ai un 1 et j'ai un 1, je peux faire moins 1 de chaque côté, je peux faire moins x carré de chaque côté. J'enlève un x carré de chaque côté, je fais moins x carré, j'ai le droit, hein, moins x carré de chaque côté. Je fais aussi moins 1 de chaque côté. Attention, parce que c'est du même signe, je ne veux pas le 2x et le moins 2x, ce n'est pas la même chose, je ne peux pas les supprimer, ce n'est pas identique. Hein. Si je fais moins 2x et moins 2x, je vais obtenir moins 4x, ça ne va pas marcher. Donc, qu'est-ce qui reste? Ici, il reste à gauche 2x, et là, il reste x carré moins 2x. C'est déjà plus simple. Mais ça reste du second degré à cause du x carré. J'ai bien envie de regrouper les 2x avec les moins 2x. Oui, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Donc, on va tout passer dans le membre de droite. Pour qu'il n'y ait plus rien dans le membre de gauche, je vais expliquer pourquoi on fait ça. Je vais supprimer moins 2x. Hop. Quand je dis il ne reste plus rien, c'est une façon de parler. En mathématiques, rien, ça existe. C'est 0. Donc ça fait 0. C'est pas, il ne reste rien, il reste 0. Ici, x carré, et puis ces deux-là, ça fait moins 4x. Voilà, x carré moins 4x. Donc là, j'ai appliqué, vous avez vu, l'identité remarquable ici et là. Arrivé à cet endroit-là, je suis un petit peu bloqué, mais je reconnais quelque chose égal à 0. Quelque chose égal à 0 doit faire appel à mes réflexes. Quand c'est égal à 0, c'est intéressant quand c'est un produit. Mais là, ce n'est pas un produit, c'est une soustraction, une somme éventuellement. Comment passe-t-on d'une addition ou une soustraction à un produit? Un produit nul, c'est facile. C'est soit le premier terme, le premier facteur qui vaut 0, soit le deuxième facteur. Ici, c'était une somme. Ben, pour passer d'une somme à un produit, la technique, ça s'appelle factoriser. Ça vous rappelle quelque chose? Factoriser? Oui. Allez, on y va, on factorise. On va se remettre ici. Factoriser. Bon, le 0, on n'y touche pas. Est-ce qu'il y a un facteur commun entre x carré et 4x? Mais bien sûr, c'est x. X, facteur de x moins 4. Et arrivé là, il faut connaître les règles de résolution. Règles de résolution d'une équation produit. Si un produit de deux facteurs est nul, si un au moins des facteurs est nul. Vous vous souvenez de cette règle? Vous l'avez vu avec M. Cardaillac. Donc, soit c'est x égale 0, ou bien, n'oubliez pas le ou, x moins 4 égale 0. Deux possibilités. Si je mets 0 ici, ben 0 fois la parenthèse, ça fait 0. Et si je mets à la place de cette parenthèse 0, 0 fois x, ça fera bien 0. Donc on a soit x égale 0, ben ça c'est déjà résolu. X moins 4 égale 0, ben manifestement ça fait x égale 4. Donc on a deux solutions. Deux solutions, 0 ou 4. Mais on n'a pas tout à fait fini, il faut revenir à la question suivante, c'est la vérification, est-ce que ça marche, et la conclusion. Est-ce que si je remplace x par 0 ou x par 4, est-ce que ça marche? Regardons la dernière partie du cours. Donc, nous en sommes, les deux solutions 0 et 4. Il faut tourner la page. Maintenant, nous en sommes à la page 6. En haut de la page 6. En haut de la page 6, nous avons la conclusion. Avant la conclusion, il faut regarder ce que ça donne. On est dans ce triangle-là, je vous rappelle. Celui de départ. Celui qui est dessiné là-haut. Essayons les solutions. Si x égale 0, qu'est-ce qui se passe?
ben, je remplace, j'obtiens ce triangle-là. Hop, 0 ici, 0 moins 1 ici, et 0 plus 1 ici. Est-ce que c'est un triangle, ça, avec des nombres négatifs? Non, pas possible, ça. C'est pas un triangle. Bon, deuxième solution, si x égale 4, je dessine le triangle. X vaut 4. 4 moins 1, 3. 4 plus 1, 5. C'est la seule solution. Le fameux triangle 3, 4, 5. Ça y est, on l'a retrouvé. Le fameux triangle 3, 4, 5, c'est le seul pour lequel on ait 3 entiers successifs. 3, 4 et 5. C'est la seule solution. Alors, vérifions maintenant. Donc, on doit vérifier. Donc, ça, c'est la conclusion. C'était la conclusion. Conclusion. 3, 4, 5 est le seul possible. C'est ça, on vous demandait, est-ce qu'il y en a d'autres? Non, il n'y en a qu'un. Et ça, c'était la question 4. Et la question 5. La question 5, c'est de vérifier. Bon, on sait bien que si je fais 5 au carré, ça fait 25. 3 au carré plus 4 au carré, ça fait 9 plus 16, ça fait 25. Eh bien, on a bien un triangle rectangle réciproque du théorème de Pythagore. Le triangle est bien rectangle. Mais ça, vous le saviez déjà. Ok. Bon, ça, je ne vous invente pas les choses. Voilà, on s'arrête là et puis on va regarder encore un petit exercice sur les inéquations. Je fais une petite pause, j'efface tout et on prend la suite du chapitre avec un exemple d'inéquation. Voilà, on est à la page 6. Le problème, c'est cette fois-ci un problème dans une entreprise. Donc je vous invite à lire page 6 avec la même méthode, résoudre le problème suivant. Une entreprise fabrique et vend des stylos de luxe à 35 € le stylo. Attention, ce n'est pas ce stylo. Ce sont des stylos vraiment que les ministres vont utiliser. 35 € le stylo, mais même les ministres serait plutôt 350 € le stylo. Bon, 35 €, ça commence déjà à être un beau stylo. Elle a 7500 € de frais fixes. Qu'est-ce que c'est que les frais fixes? Une entreprise, par exemple, elle doit louer un local pour fabriquer. Elle n'est pas forcément propriétaire, elle doit utiliser des machines, elle doit payer ses salariés. Ça, c'est des frais fixes. Si elle produit beaucoup ou si elle ne produit pas beaucoup, le loyer, elle devra le payer. L'employé, qu'il travaille ou qu'il ne travaille pas, il doit être payé à la fin du mois quand même. Enfin, on va espérer qu'il soit productif. Mais voilà, ce sont des frais fixes. Les masses salariales, la plupart du temps, ce sont des frais fixes, ainsi que les locations, les impôts, les taxes, ainsi de suite. Donc, de toute façon, qu'elle travaille ou qu'elle ne travaille pas, elle doit payer 7500 € de frais fixes chaque mois. Ah oui, il faut commencer à produire parce que 7500 €, on les sort de sa poche. Il faut donc produire plus que 7500 €, sinon on ne fait pas de bénéfice. Donc, elle voudrait un bénéfice dépassant 2000 €. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle a payé ses employés, une fois qu'elle a payé ses charges, qu'elle a payé ses impôts, qu'elle a payé un certain nombre de choses, il lui reste 2000 €. À quoi ça sert les 2000 €? Les 2000 €, ça va permettre de réinvestir dans l'entreprise, ça va permettre de payer un certain nombre de choses, d'investissement particulièrement. Ça va peut-être permettre de faire avancer l'entreprise et peut-être de dégager de l'argent pour les actionnaires si c'est une entreprise qui est cotée en bourse. Voilà, le bénéfice. Alors, il est utilisé après comme le chef d'entreprise le souhaite, mais pas forcément le chef d'entreprise. Parfois, c'est le comité des actionnaires qui décide. Voilà. Eh bien, nous, on voudrait savoir à partir de combien de stylos on va commencer à dégager un bénéfice supérieur à 2000. Donc, la première étape, ça consiste à choisir quel est l'inconnu. La question, c'est combien de stylos faut-il produire pour faire du bénéfice. Donc, on va appeler X, soit X, le nombre de stylos qu'on va produire en un mois. Je ne précise pas plus que ça. Alors, on a, à propos de ce X, est-ce qu'on connaît un certain nombre d'informations concernant X? X, c'est forcément un nombre plus grand que 0. Ah oui, on ne peut pas avoir un nombre négatif, et c'est un entier. On ne peut pas produire 2,5 stylos. Ça, c'est pas possible. Donc, X, c'est un nombre entier, et X est forcément un nombre positif. On continue.
la vente des stylos, qu'est-ce qu'elle rapporte? Un stylo, ça rapporte 35 €. Combien produit-on de stylos? C'est marqué là, on en produit X. 35 € pour un stylo, 2 fois 35 pour 2 stylos, 3 fois 35 pour 3 stylos, 4 fois 35 pour 4 stylos, et ainsi de suite. Et pour X stylos, ben X fois 35. Donc, 35X, ça c'est ce que rapporte la vente des stylos. Ça s'appelle le chiffre d'affaires. 35X euros. Alors, pour avoir le bénéfice, il faut enlever les frais fixes. Il faut ôter les frais fixes pour avoir le bénéfice. Pour avoir le bénéfice. Donc, le bénéfice, ce sera 35X moins 7500. Donc, l'inéquation qu'on veut avoir, on va avoir le bénéfice plus grand que 2000. Le bénéfice, on a dit que c'était le chiffre d'affaires, la 35X, c'est ce que j'ai vendu, moins les frais fixes. Et ça doit être plus grand que 2000. Ça s'appelle une inéquation. Voilà. Et maintenant, on a toutes les techniques nécessaires pour résoudre cette inéquation. Donc, on la résout. Le plus difficile dans cet exercice, c'est d'écrire ça. Une fois que vous avez écrit ça, ben, après, on applique les formules. Allons-y. Donc, pour avoir 35X tout seul, il faut que j'enlève les moins 7500. Donc, 35X moins 7500, ben, pour enlever 7500, vous connaissez la technique, on fait plus 7500. Et si je le fais d'un côté, ben, je le fais de l'autre. Donc, là j'ai oublié un 0, c'est pas, si c'était 2000, oui c'est 2000. 2000. Voilà. 35X, ça donne plus grand que 9500. Ben, il faut trouver X, donc on va diviser par 35. 35 est un nombre positif, donc pas de souci. Pas de changement de sens. Attention, si j'avais divisé par moins 35, j'aurais été obligé de changer de sens. Vous vous souvenez de ça, hein, la division par un nombre négatif, changement de sens. Changement de sens, ça veut dire qu'ici, on aurait changé. Mais là, je divise par plus 35, donc pas de changement. Je prends ma calculatrice et j'obtiens X plus grand que 271,4. J'ai arrondi, c'est de l'environ. Alors, maintenant, on réfléchit à la question. À partir de combien de stylos produit-on du bénéfice? Donc, il faut répondre à la question. Attention, je vais reprendre là-haut. Je réponds à la question. On conclut. Et puis, on va un peu vérifier quand même. On conclut. Plus grand que 271,4. Attention, j'ai dit que X était un nombre entier. Donc 271,4 stylos, ce n'est pas une bonne réponse. Donc, à partir de combien? Le nombre entier, à 271, je n'ai pas assez. Donc, c'est à partir de 272 stylos. Le bénéfice sera supérieur à 2000 €. Voilà. Après, si vous voulez voir si vous n'êtes pas trompé, donc c'est une vérification, ben, on a dit à partir de 272, donc on essaye 272, et si je fais 35 fois 272 moins 7500, eh ben, je vais dépasser légèrement 2000. C'est ce que vous allez essayer de faire. Vous vérifiez avec votre calculatrice que 270 stylos à 35 €, auquel on enlève 7500 de frais fixes, on dépassera légèrement les 2000. Vous pouvez essayer. Donc il faut au moins 272. Eh bien, plus on en produit au-delà de 272, plus on fait du bénéfice. Mais si on produit moins que 272, eh bien, c'est plus du bénéfice de 2000 €, le bénéfice se réduit d'autant.
Et quand le bénéfice devient nul, eh bien c'est dangereux puisque en dessous d'un bénéfice nul, on appelle ça un déficit. Et alors là, après, on met la clé sous la porte pour une entreprise. Allez, bon courage, n'oubliez pas, surtout ceux-là qui vont utiliser des inéquations. Faites ces exercices, cherchez le corriger sur le cloud de la classe de 3e. À bientôt.